Et si on parlait du désir dans l'enseignement? Les désirs des étudiants, bien sûr. Est-ce qu'ils ont le désir d'assister aux cours? Et puis aussi, le désir de l'enseignant d'être un professeur, de vivre son métier. Ce désir est-il toujours présent? Normalement, les étudiants désirent, sans le dire, un cours qui les stimule, leur apporte quelque chose, les interpelle. Ils ne souhaitent pas simplement un professeur qui parle, mais aussi un cours qui leur parle, qui les touche. Et nous, professeurs? J'imagine que vous non plus n'avez pas envie de venir la boule au ventre, à reculons, en vous disant « Oh non, encore 3 heures avec ce groupe? Qu'est-ce que je vais leur dire pour les intéresser ?» On se demande comment bien faire son travail et aussi comment avoir du plaisir à transmettre, à générer de l'intérêt, à voir ses étudiants attentifs, voire même joyeux. C'est important d'aimer son métier, mais pourquoi ça ne fonctionne pas toujours? Y aurait-il un genre de Viagra pédagogique pour relever cet état? Comment faire dans ces cas, je l'espère, rarissimes? Eh bien d'abord en prendre conscience et se mettre à l'écoute. Et qu'enseignants et étudiants s'écoutent eux-mêmes et se questionnent sur cet état préoccupant pour trouver des leviers. Une proposition parmi d'autres consiste à jalonner le cours de moments de participation en créant des happenings pédagogiques. Des événements surprenants, des temps inhabituels qui vont nourrir le désir mutuel. C'est ce que propose la méthode des incidents critiques. Par exemple, pour illustrer la notion d'inclusion, de diversité, vous pouvez utiliser le cas suivant. Vous avez embauché un ancien détenu et tout se passe bien dans l'équipe et son intégration est parfaite, jusqu'au jour où il avoue à une personne être un ancien violeur. Traînée de poudre dans l'entreprise et refus de poursuivre le travail par les équipes. Que devez-vous dire en tant que manager pour rétablir l'équilibre au sein du collectif? Essayez ce cas et vous m'en donnerez des nouvelles. La discussion est riche, la discussion est intense. Je pense ainsi qu'on peut nourrir le désir, celui d'enseigner de la part du professeur et celui des étudiants qui savent qu'ils vont être confrontés à une situation réelle, complexe, et qu'ils seront sollicités pour donner leur avis, débattre et essayer de solutionner cette situation. Mais le but n'est pas nécessairement de trouver la solution. Le psychiatre Donald Winnicott affirme que pour un enfant, se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé par ses parents est une catastrophe. Pour le paraphraser, on pourrait dire que la discussion est un plaisir et ne pas trouver la solution n'est pas une catastrophe. Pour l'étudiant, l'objet de la discussion est peut-être un apprentissage pluriel sur soi, sur les autres, sur le sujet en lui-même. Le résultat d'une bonne discussion, parfois passionnée, est l'altérité, la compréhension de la nécessité de respecter l'autre, tout comme le gain en confiance en soi. Pour le professeur, c'est la compréhension du fait que donner la parole n'est pas une perte de contrôle sur la classe. Ce n'est pas ne pas faire son travail, c'est un pas de côté, une manière d'aller vers les étudiants avec eux. Une forme de rencontre plurielle et des désirs en apparence différents peuvent se rencontrer et se révéler très complémentaires. Et parfois, il est difficile de revenir ensuite à un enseignement plus classique. Je me souviens de mon premier cours à HEC Montréal. Je commençais à écrire et utiliser des incidents critiques pour, je crois, le plus grand plaisir des étudiants. Au fil du semestre, je n'en avais plus dans ma besace. J'avais uniquement les cas habituels. Et il y eut lors d'un cours une contestation des étudiants me reprochant de ne plus utiliser d'incidents critiques. Déjà, je pressentais le potentiel de ces incidents critiques et le terreau fertile que pouvait être la classe pour les utiliser et semer ses graines. Aujourd'hui, de manière constante, dans toutes les évaluations par les étudiants, l'attrait des incidents critiques ne se dément jamais.